Marie Dubois gara sa vieille Citroën devant la maison familiale de Neuilly-sur-Seine. 30 ans aujourd'hui, et elle se sentait comme une adolescente venue quémander l'argent de poche. Ses mains tremblaient légèrement sur le volant. Dans 6 semaines, son contrat de professeur contractuel au lycée de banlieue se terminerait, et malgré toutes ses candidatures, aucune titularisation en vue. La pluie tambourinait sur le pare-brise, reflétant parfaitement son humeur morose. Elle observa la façade bourgeoise où elle avait grandi, avec ses volets verts impeccables et son petit jardin soigneusement entretenu. Combien de fois était-elle rentrée ici en quête de réconfort? Combien de fois en était-elle repartie plus blessée qu'en arrivant? En montant les marches du perron, Marie entendait déjà les voix de ses frères et sœurs depuis le salon. Paul, son frère aîné, ingénieur dans une multinationale, parlait fort comme à son habitude. Sophie, sa sœur cadette, pharmacienne fraîchement installée, riait de cette manière forcée qu'elle prenait toujours en famille. Marie. Sa mère, Françoise, ancienne institutrice au visage fatigué, l'accueillit avec un sourire tendu. « Tu arrives enfin. Nous t'attendions pour le gâteau. » Le salon familial n'avait pas changé depuis son enfance, meubles en merisier, photos de famille soigneusement alignées, et cette atmosphère feutrée qui l'avait toujours mise mal à l'aise. Son père, Henri, comptable dans une PME en difficulté, leva à peine les yeux de son journal. « Alors, Marie, lança Paul avec cette condescendance qu'elle lui connaissait trop bien, toujours dans ton petit lycée de banlieue? Pour encore quelques semaines, oui. » Marie s'installa dans le fauteuil qui lui était habituellement destiné, celui un peu à l'écart des autres. « Mon contrat se termine bientôt. » Le silence qui suivit fut éloquent. Sophie échangea un regard complice avec Paul. Leurs parents se raidirent imperceptiblement. « Et après ?» demanda sa mère d'une voix où perçait l'inquiétude. « J'attends des réponses. Il y a quelques pistes. » Marie mentait et ils le savaient tous. Les refus s'accumulaient sur son bureau. Pas assez d'expérience, profil inadéquat, budget insuffisant. Toujours la même rengaine. Henri replia brutalement son journal. « Marie, tu as 30 ans. 30 ans. Quand est-ce que tu vas enfin te stabiliser? » « Papa, je fais de mon mieux. » « Ton mieux? » Il se leva, faisant face à sa fille. « Tes petits contrats temporaires, tes changements constants d'établissement, et maintenant tu viens encore nous voir parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait? » Les mots qu'elle redoutait en finirent par exploser. « Je ne vais pas gaspiller mon argent pour une ratée qui n'arrive même pas à garder un emploi stable. »« Tu as 30 ans, Marie. » Sa mère acquiesça, le visage fermé. « On t'a assez aidé. Débrouille-toi seule. Tu passes ton temps à écrire tes petites histoires au lieu de te concentrer sur ta carrière. » Paul et Sophie la regardaient avec cette pitié mélangée de soulagement qu'elle connaissait si bien. Ils étaient les enfants réussis, les fiertés de la famille. Elle, c'était l'éternelle déception. Marie se leva lentement, la gorge nouée. « Je vais y aller. »« Déjà ?» demanda Sophie d'une voix faussement déçue. « Mais on n'a même pas chanté. » Gardez le gâteau. Marie ramassa son sac, évitant soigneusement le regard de ses parents. Bon anniversaire à moi. Elle sortit sous la pluie battante, ses cheveux se collant immédiatement à son visage. Les larmes se mélangèrent aux gouttes d'eau froide. Dans sa voiture, elle resta immobile quelques instants, les mains crispées sur le volant, tentant de reprendre son souffle. C'est alors que son téléphone vibra. Un email. L'adresse de l'expéditeur lui fit battre le cœur, Académie de Paris. Ses doigts tremblèrent en ouvrant le message. Les premiers mots la firent suffoquer. Madame Dubois, nous avons l'honneur de vous informer que votre candidature pour le poste de professeur titulaire au lycée Molière, Paris 16e, a été retenue. Marie relut 3 fois le message, n'osant y croire. Le prestigieux lycée Molière. Un poste titulaire. Sa stabilité enfin assurée. Si seulement il savait. Marie éteignit le moteur et resta assise dans sa voiture, le téléphone encore serré dans sa main. L'ironie de la situation la frappait de plein fouet. Au moment exact où sa famille la traitait de ratée, elle venait de décrocher le poste dont elle rêvait depuis des années. Mais il y avait tant de choses qu'ils ignoraient.
De retour dans son petit appartement de Montreuil, Marie s'installa à son bureau face à la fenêtre. Les lumières de Paris scintillaient au loin, et pour la première fois depuis des mois, elle souriait. Elle ouvrit le tiroir secret de sa table de travail et en sortit une liasse de documents soigneusement classés. Contrat d'édition. Relevé de droits d'auteur. Critique littéraire. Tout ce qui constituait sa véritable identité, celle que personne dans sa famille ne soupçonnait. Cela avait commencé 5 ans plus tôt, après une énième dispute avec ses parents sur son manque d'ambition. Cette nuit-là, Marie avait écrit d'une traite les 50 premières pages de ce qui deviendrait Les Murmures de l'âme. Un récit sur une femme incomprise par sa famille, qui trouvait refuge dans l'écriture. Elle se souvenait encore de sa déception quand le livre, publié à compte d'éditeur, n'avait vendu que 300 exemplaires. Ses parents avaient ricané, « Tu vois bien que personne ne s'intéresse à tes histoires. » Mais Marie avait persévéré. Son deuxième roman, L'encre des silences, avait trouvé ses lecteurs. 2000 exemplaires vendus. Puis, Les chemins oubliés, 15 000 ventes et les premières vraies critiques positives. Les droits d'auteur commençaient à représenter une somme respectable. Et maintenant, son 4e livre. Marie caressa la couverture de L'encre du silence, fraîchement sortie des presses. Son éditeur, Éditions Lumière, avait mis le paquet cette fois, campagne publicitaire, tournée de dédicaces, et même une présélection pour le prix Femina dont les résultats seraient annoncés dans quelques semaines. 3 000 € par mois en droits d'auteur. Une somme qui lui permettait de vivre décemment, complétée par ses revenus d'enseignante. Elle avait même réussi à économiser 15 000 €, cachés sur un compte que sa famille ne connaissait pas. Pourquoi cette discrétion? Marie repensa à cette soirée de Noël, 3 ans plus tôt, où elle avait innocemment évoqué son projet d'écriture devant toute la famille. L'écriture ne nourrit pas son homme, avait tranché son père. Tu ferais mieux de te concentrer sur ton vrai travail, avait ajouté sa mère. Paul avait été plus direct, arrête de rêver, Marie. Tu n'es pas George Sand. Cette humiliation l'avait décidé à adopter un pseudonyme, Monsieur Laurent. Un nom neutre, qui ne révélait ni son sexe ni ses origines. Elle avait même ouvert un compte bancaire séparé et demandé à son éditeur de gérer toute la communication sous cette identité fictive. Sa stratégie professionnelle était tout aussi calculée. Marie avait volontairement choisi des contrats temporaires ces dernières années. Officiellement, par manque d'opportunités. En réalité, pour avoir du temps libre pour écrire. Chaque CDD lui laissait des périodes de battement qu'elle consacrait entièrement à sa passion. Ses collègues la plaignaient, pauvre Marie, toujours précaire. Ils ne savaient pas qu'elle refusait parfois des postes fixes moins prestigieux pour garder sa liberté créatrice. Son téléphone sonna. Clara Moreau, sa meilleure amie et seule confidente. Journaliste au Figaro littéraire, elle était la seule à connaître son secret. Alors, cette soirée d'anniversaire? Catastrophique, comme d'habitude. Marie lui raconta l'humiliation familiale, puis le retournement de situation avec l'email de l'académie. Le lycée Molière. Tu te rends compte? C'est le Graal pour un prof de français. Je sais. Et dire qu'au moment où papa me traitait de raté, j'avais cette promotion dans ma poche. Marie, il faut que tu leur dises la vérité. Pour ton livre, pour ta réussite. Tu ne peux pas continuer cette mascarade éternellement. Marie hésita. Pas encore. Pas tant que je ne suis pas certaine que ma carrière littéraire est vraiment lancée. S'il découvre maintenant et que tout s'effondre ensuite? Et si tu remportais le Femina? Alors là, ce serait différent. Marie sourit malgré elle. Un prix Femina, même serait obligé de reconnaître que l'écriture peut nourrir son homme. Après avoir raccroché, Marie s'installa à son ordinateur. Elle avait un 5e roman à terminer, inspiré de sa propre histoire. L'histoire d'une femme qui se battait pour faire reconnaître son talent dans un monde qui ne croyait pas en elle. Demain, elle signerait son contrat au lycée Molière. Une nouvelle vie l'attendait, avec de nouveaux défis et de nouvelles rencontres. Mais ce soir, elle était simplement Monsieur Laurent, écrivain, face à sa page blanche. Si seulement il savait qui elle était vraiment.
Le lycée Molière se dressait majestueusement dans le 16e arrondissement, ses façades haussmanniennes témoignant de près d'un siècle d'excellence éducative. Marie gravit les marches du perron principal, son dossier de nomination serré contre sa poitrine. Fini le béton gris de sa banlieue, les couloirs tagués et les classes surchargées. Ici, tout respirait la culture et le raffinement. Mademoiselle Dubois? Une femme élégante d'une 50aine d'années l'accueillit dans le hall d'entrée. Je suis Madame Roussel, la proviseure. Bienvenue au lycée Molière. Marie découvrait un monde nouveau. Les salles de classe baignées de lumière, les élèves attentifs et motivés, la bibliothèque richement fournie. Quel contraste avec son précédent établissement. Ici, enseigner redevenait un plaisir. Votre bureau est au 2e étage, expliquait Madame Roussel en gravissant l'escalier de marbre. Vous partagerez l'espace avec nos autres professeurs de lettres. Je suis certaine que vous vous entendrez parfaitement. C'est en pénétrant dans la salle des professeurs que Marie rencontra Véronique Belmont. Grande femme aux cheveux châtains impeccablement coiffés, elle se tenait près de la fenêtre, une pile de copies dans les mains. Véronique, je vous présente Marie Dubois, notre nouvelle collègue. Le regard que Véronique posa sur Marie fut glacial. Enchantée. Le mot tomba comme un couperet, sans la moindre chaleur. Madame Roussel sembla ne rien remarquer. Véronique enseigne ici depuis 15 ans. Elle connaît parfaitement l'établissement et pourra vous guider dans vos premiers pas. Naturellement. Le sourire de Véronique n'atteignait pas ses yeux. Puis-je vous demander, Marie, quelle formation vous avez suivie pour obtenir ce poste? L'attaque était à peine voilée. Marie sentit immédiatement l'hostilité. Qu'apaise de lettres modernes, puis plusieurs années d'expérience en établissements divers. Divers, en effet. Véronique feuilleta ostensiblement un document. J'ai lu votre dossier. Beaucoup de contrats temporaires, n'est-ce pas? Pas vraiment ce qu'on appelle une carrière stable. Marie garda son calme. J'ai toujours privilégié la qualité de l'enseignement à la facilité du parcours. Comme c'est noble. Le ton de Véronique dégoulinait de sarcasme. Les jours suivants confirmèrent les premières impressions. Véronique multipliait les piques subtiles, les remarques désobligeantes, les allusions perfides. Elle oubliait de transmettre des informations importantes, égarait mystérieusement les plannings de Marie, et distillait des rumeurs sur le favoritisme qui avait permis à la nouvelle venue d'obtenir ce poste si convoité. Marie apprit par hasard que Véronique avait elle-même postulé pour un poste de professeur principal, finalement attribué à une autre collègue. Sa frustration se reportait entièrement sur Marie, comme si elle incarnait tous ses échecs professionnels. Mais le lycée réservait aussi de belles surprises. Un jeudi après-midi, Marie découvrit un petit café littéraire face à l'établissement, Les Mots et les Mets. L'endroit était chaleureux, avec ses étagères chargées de livres et ses fauteuils en cuir usé. Perfecte pour corriger des copies en paix. C'est là qu'elle remarqua l'affiche « Atelier d'écriture créative », tous les mardis soirs, animé par David Rousseau, conservateur à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Marie commanda un thé et observa discrètement l'homme qui animait justement un atelier ce soir-là. La trentaine, cheveux châtains légèrement ébouriffés, regard intelligent derrière des lunettes fines. Il parlait littérature avec une passion communicative, guidant un petit groupe d'apprentis écrivains avec bienveillance et compétence. La beauté de Marguerite Duras, expliquait-il, réside dans sa capacité à dire l'indicible avec une économie de mots saisissante. Prenez cette phrase. Marie était fascinée. Cet homme parlait de littérature comme elle en rêvait, avec une érudition joyeuse et sans prétention. À la fin de l'atelier, elle s'approcha timidement. « Excusez-moi, monsieur Rousseau ? Je suis professeur au lycée d'en face. Votre analyse de Duras était remarquable. » David se tourna vers elle, et Marie fut frappée par la douceur de son regard. « Merci beaucoup. Vous enseignez les lettres ? » « Oui, et j'avoue que votre approche m'a beaucoup inspirée. Mes élèves ont parfois du mal avec les auteurs contemporains. C'est normal. Il faut trouver la bonne porte d'entrée. » David rangea ses notes avec soin. « Vous savez, j'organise parfois des rencontres spéciales pour les lycéens. Si cela vous intéresse. » « Avec plaisir. »
Ils parlèrent littérature pendant 1 heure, découvrant des affinités troublantes. David avait lu tous les auteurs que Marie adorait, partageait ses analyses sur Modiano, vibrait comme elle devant l'élégance d'Annie Ernaux. En rentrant chez elle ce soir-là, Marie souriait pour la première fois depuis longtemps. Sa nouvelle vie prenait forme, un lycée prestigieux, des élèves motivés, et maintenant cette rencontre qui promettait, quoi exactement? Le lendemain matin, en arrivant au lycée, elle trouva son casier forcé et ses cours du jour éparpillés sur le sol. Véronique passait justement par là. Oh! Quel dommage! Il faudra vraiment que l'administration améliore la sécurité de ces casiers. Marie ramassa ses papiers en silence. La guerre était déclarée. Mais elle avait survécu à bien pire que les mesquineries d'une collègue frustrée. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que David venait d'acheter un livre intitulé « L'encre du silence » sur les conseils de son libraire. Un roman signé Monsieur Laurent qui l'avait intrigué dès les premières lignes. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Marie au lycée Molière. Ses cours de français remportaient un succès grandissant auprès des élèves, qui appréciaient sa méthode innovante mêlant littérature classique et contemporaine. Mais c'étaient ses retrouvailles hebdomadaires avec David au café littéraire qui illuminaient vraiment ses journées. Chaque mardi soir, après l'atelier d'écriture, ils prolongeaient leur discussion autour d'un thé, explorant les méandres de la littérature française avec une complicité grandissante. David lui avait confié être divorcé depuis 4 ans, une séparation à l'amiable avec une femme qui ne partageait pas sa passion pour les livres. J'ai compris que l'amour sans dialogue intellectuel était voué à l'échec, avait-il avoué lors de leur 3e rencontre. On peut partager un lit, mais si on ne partage pas ses rêves. Marie avait acquiescé, touchée par cette vulnérabilité masculine si rare. Elle-même n'avait jamais trouvé d'homme capable de comprendre sa soif d'écriture, sa nécessité viscérale de créer. Ce mardi-là, David l'attendait avec un sourire particulier. Sur la table trônait un livre qu'elle reconnut immédiatement, L'encre du silence. « Je voulais te faire un cadeau, annonça-t-il, pour célébrer ton intégration réussie au lycée. » Le cœur de Marie s'emballa. « Tu l'as lu ?» ?»« Dévoré. C'est un chef-d'œuvre. Monsieur Laurent a un talent extraordinaire pour décrire l'âme féminine. Cette façon de peindre l'incompréhension familiale, la quête d'identité. » David caressa la couverture avec respect. « J'aimerais tellement rencontrer cet auteur. » Marie but une gorgée de thé pour cacher son trouble. « Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ?» Le passage où l'héroïne écrit en secret, la nuit, pour échapper au regard jugeant de sa famille. Cette solitude créatrice. David la regarda intensément. « Toi qui écris, tu dois comprendre cette sensation. Comment sais-tu que j'écris ? Tes analyses littéraires sont trop personnelles, trop intimes pour venir seulement de l'étude. Tu as l'œil de quelqu'un qui connaît l'artisanat des mots. » Marie sentit ses joues s'empourprer. Devait-elle avouer ? Pas encore. Pas tant qu'elle n'était pas certaine de ses sentiments pour cet homme. Leurs mains se frôlèrent quand David lui tendit le livre dédicacé, à Marie, qui comprend la beauté des mots inachevés. David. Ce contact électrisa Marie. Dans le regard de David, elle lut une tendresse nouvelle, une promesse muette qui fit battre son cœur plus fort. Mais au lycée, la situation se dégradait. Véronique intensifiait ses attaques sournoises. Marie découvrait régulièrement ses affaires déplacées, ses plannings modifiés sans préavis, ses messages interceptés. Plus grave encore, des rumeurs circulaient sur ses méthodes pédagogiques douteuses et son manque d'expérience réelle. Le vendredi matin, Marie eut la surprise de trouver Madame Roussel qui l'attendait dans sa classe. « Marie, j'ai reçu quelques observations concernant votre travail. Rien de grave, mais je souhaiterais assister à l'un de vos cours. » L'inspection surprise. L'arme fatale de Véronique. Naturellement, Madame la proviseure. Marie donna le meilleur cours de sa carrière. Ses élèves de première, conquis par son analyse passionnée de « L'étranger » de Camus, participèrent avec un enthousiasme rare. Elle réussit à faire comprendre l'absurdité camusienne en la reliant au questionnement adolescent, créant des ponts lumineux entre l'œuvre et leur vécu. Madame Roussel prit des notes en souriant. À la fin de l'heure, elle félicita chaleureusement Marie. « Excellent travail.
Vos élèves sont visiblement captivés. Continuez ainsi. Dans le couloir, Marie croisa le regard noir de Véronique. La guerre était loin d'être terminée. Le soir même, David l'invita à une promenade sur les quais de Seine. Paris scintillait sous les lumières de novembre, et ils marchèrent en silence, savourant cette intimité naissante. « Marie, murmura David en s'arrêtant près du pont des Arts, j'aimerais que tu saches. Ces dernières semaines ont transformé quelque chose en moi. » Il se tourna vers elle, et dans la lumière douce des réverbères, Marie découvrit une vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas. « Je n'osais plus croire à la possibilité de rencontrer une femme qui partage vraiment mes passions. Avec toi, je retrouve l'envie de... » Il chercha ses mots. L'envie de construire quelque chose de beau. Marie sentit ses défenses s'effriter. Cet homme lui offrait exactement ce qu'elle avait toujours cherché, un amour bâti sur l'intelligence et la complicité. « David, je... » Elle hésita. Tant de secrets entre eux. « Moi aussi, je ressens quelque chose de fort. » Il prit doucement son visage entre ses mains. « Puis-je t'embrasser ?» Leur premier baiser, tendre et prometteur, c'est là une évidence, ils étaient faits l'un pour l'autre. Quand ils se séparèrent, Marie souriait aux étoiles. « Il faut que tu saches, chuchota David contre ses lèvres, j'ai commencé à écrire. Un roman. Tu m'as donné envie de créer, pas seulement de commenter la création des autres. » Cette révélation bouleversa Marie. David écrivain ? Comme elle. Cette coïncidence était-elle un signe du destin ? En rentrant chez elle ce soir-là, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une seule ligne manuscrite, « Attention à qui vous fréquentez. Certaines personnes ne sont pas ce qu'elles semblent être. » Pas de signature, mais Marie reconnut l'écriture de Véronique. La menace était claire. L'appel arriva un lundi matin de décembre, alors que Marie corrigeait des copies dans la salle des professeurs. Son téléphone vibra, affichant le numéro de son éditeur. « Marie ? C'est incroyable. Vous avez remporté le prix Femina. » Le monde s'arrêta autour d'elle. Le prix Femina. Le plus prestigieux des prix littéraires français après le Goncourt. Marie ferma les yeux, essayant d'absorber la nouvelle. La cérémonie a lieu ce soir au restaurant de Rouen. Bien sûr, vous devrez révéler votre identité maintenant. Monsieur Laurent va enfin sortir de l'ombre. Marie raccrocha, tremblante. 5 ans de travail dans l'ombre, 5 ans de secret, et soudain cette reconnaissance suprême. Elle qui n'osait même pas rêver d'une telle consécration. Le soir même, discrètement installée à une table d'angle du Drouan, Marie assista à sa propre victoire. Quand le président du jury annonça « Le prix Femina est attribué à Monsieur Laurent pour l'encre du silence », son cœur bondit dans sa poitrine. Elle applaudit comme les autres invités, personne ne soupçonnant que la lauréate se trouvait parmi eux. Les journalistes présents réclamaient déjà une interview avec le mystérieux Monsieur Laurent. Marie déclina poliment par téléphone, prétextant un voyage à l'étranger. Elle avait besoin de temps pour digérer cette victoire et décider de la suite. Mais Mathieu Berman, journaliste et littéraire réputé du Figaro, ne l'entendait pas ainsi. Intrigué par ce refus et flairant un scoop, il commença son enquête dès le lendemain. Marie découvrit l'ampleur de son succès en feuilletant la presse. L'encre du silence grimpait déjà dans tous les classements de vente. Les libraires se l'arrachaient, les critiques s'enflammaient, les lecteurs affluaient. En une semaine, 20 000 exemplaires supplémentaires furent vendus. David, lui, rayonnait de bonheur. « Tu te rends compte, Marie ? J'ai découvert ce livre avant qu'il soit célèbre. J'ai vraiment bon goût. » Marie souriait, le cœur serré par ce secret qui devenait de plus en plus lourd. Chaque éloge de David sur Monsieur Laurent la touchait et la torturait à la fois. Véronique, elle, observait cette soudaine joie de Marie avec suspicion grandissante. Pourquoi sa collègue semblait-elle si épanouie depuis quelques jours? Et d'où venait cette assurance nouvelle qu'elle affichait en classe? Le jeudi suivant, la bombe explosa. Mathieu Berman avait mené son enquête avec la ténacité d'un détective. Recoupement bancaire, témoignages éditoriaux, analyse d'écriture, tout menait à une conclusion stupéfiante. L'article du Figaro fit l'effet d'un tsunami. Marie Dubois, 30 ans,
professeur de français et prix Femina, le visage secret de Monsieur Laurent. La photo de Marie, prise lors d'une sortie scolaire, accompagnait l'article révélateur. En quelques heures, l'information se propagea sur tous les médias. France Inter, RTL, les chaînes de télévision, tout le monde voulait interviewer la mystérieuse lauréate. Le téléphone de Marie n'arrêtait plus de sonner. D'abord ses parents, abasourdis. Marie? C'est maman. J'ai lu l'article. Je ne comprends pas. Tu as écrit un livre? Sa mère avait la voix brisée. J'ai acheté L'encre du silence la semaine dernière. Je l'ai dévoré en une nuit. Je l'ai trouvé magnifique et j'ai dit à toutes mes amies que je connaissais Monsieur Laurent de vue. Puis son père, pour la première fois de sa vie, bégayant d'émotion, ma fille. Le prix Femina. J'ai lu tes 3 derniers livres. Je les ai tous aimés. J'en ai même parlé à mes collègues. Je suis tellement fière. Paul et Sophie appelèrent dans la foulée, oscillant entre incrédulité et fierté tardive. Sophie avoua avoir offert Les chemins oubliés à plusieurs amis, Paul reconnut avoir recommandé L'encre des silences à sa femme. Au lycée, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Madame Roussel convoqua Marie dans son bureau, rayonnante. Marie! Quelle fierté pour notre établissement! Une prix Femina dans nos rangs. Les élèves la regardaient maintenant avec une admiration nouvelle. Leur petit professeur de français était une vraie écrivaine, reconnue par le plus haut niveau littéraire français. Seule Véronique accueillit la révélation avec amertume. Enfin, elle comprenait cette assurance agaçante de Marie, cette sérénité face à ses attaques. Sa collègue menait une double vie brillante pendant qu'elle-même peinait à faire publier ses propres écrits dans de modestes revues régionales. La jalousie de Véronique atteignit des sommets dangereux. Cette Marie qu'elle méprisait était en réalité tout ce qu'elle avait toujours rêvé d'être. Marie n'avait toujours pas eu le courage de révéler la vérité à David. Comment lui avouer qu'elle était Monsieur Laurent, cet auteur qu'il admirait tant? Leur relation, si pure et si belle, résisterait-elle à ce mensonge par omission? Le soir même, David l'appela, et sa voix tremblait d'une émotion qu'elle ne lui connaissait pas. Le dimanche suivant la révélation, Marie se rendit chez ses parents avec une appréhension mêlée d'espoir. La même maison bourgeoise de Neuilly, mais cette fois, c'est elle qui détenait les cartes. Ses parents l'attendaient dans le salon, visiblement mal à l'aise. Henri se leva maladroitement quand elle entra, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. « Marie, nous devons te parler. » Françoise tenait dans ses mains les 4 livres de sa fille, soigneusement alignés sur la table basse comme des objets précieux. « Nous avons relu tous tes romans, » commença sa mère, la voix tremblante. « Comment avons-nous pu être aussi aveugles ?» Henri s'assit lourdement, soudain vieilli. « Marie, j'ai passé ma vie à avoir peur de l'échec. Quand ta mère a abandonné la peinture pour élever nos enfants, quand j'ai vu mes propres rêves s'effriter dans la comptabilité. J'ai projeté mes craintes sur toi. Papa. Non, laisse-moi finir. » Ses yeux brillaient de larmes contenues. Quand tu parlais d'écriture, je voyais mes propres échecs. J'avais peur que tu souffres comme moi. Mais tu as réussi là où j'ai échoué. Tu as eu le courage de poursuivre tes rêves. Françoise prit la parole, la voix brisée. J'ai recommandé L'encre du silence à toutes mes amies du club de lecture. Je leur disais que Monsieur Laurent était un génie. Si j'avais su que c'était ma propre fille. Paul et Sophie arrivèrent peu après, les bras chargés de fleurs et de excuses. Paul, si arrogant d'habitude, semblait désarçonné. Ma sœur, prix Femina. Qui l'eût cru? Il sourit pour la première fois sincèrement vers elle. J'ai offert ton livre à ma femme pour son anniversaire. Elle l'a adoré. Sophie, les larmes aux yeux, serra Marie dans ses bras. Je suis tellement désolée. Nous avons été horribles avec toi. Ce déjeuner familial, le premier harmonieux depuis des années, réchauffa le cœur de Marie. Enfin, elle existait aux yeux des siens. Enfin, il la voyait vraiment. Mais l'appel de David, reçu le soir même, assombrit sa joie. Marie, il faut qu'on se voie. J'ai appris pour Monsieur Laurent. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Sa voix était froide,
distante. Une tonalité que Marie ne lui connaissait pas. Ils se retrouvèrent au café littéraire, leur lieu habituel, mais l'atmosphère était électrique. David l'attendait, le visage fermé, l'encre du silence, posée devant lui comme une pièce à conviction. Alors, attaqua-t-il sans préambule. Depuis le début, tu savais que j'admirais ton travail, que je rêvais de rencontrer Monsieur Laurent, et tu n'as rien dit? David, je peux t'expliquer. M'expliquer quoi? Que tu m'as menti pendant des semaines? Que quand je te parlais avec passion de cet auteur génial, tu jouais la comédie? Marie sentit les larmes monter. Ce n'était pas de la comédie. J'avais peur de ta réaction, peur que tu me vois différemment. Différemment? David ricana amèrement. Tu es Prix-Femina, Marie. Prix-Femina. Et moi, pauvre bibliothécaire qui rêve d'écrire son premier roman, qu'est-ce que je peux t'apporter? Ton amour, ta complicité. Mon amour? Il se leva brusquement. Comment puis-je aimer quelqu'un qui me cache une partie si importante de sa vie? J'ai l'impression de ne pas te connaître. Le coup était rude. Marie réalisa soudain l'ampleur de son erreur. En protégeant son secret, elle avait bâti leur relation sur un mensonge. David, je t'en prie. J'ai besoin de temps, Marie. De temps pour digérer tout ça. Il ramassa ses affaires. Cette femme brillante et célèbre que tu es vraiment, est-ce qu'elle peut encore s'intéresser à un simple bibliothécaire? Il partit sans se retourner, laissant Marie seule avec ses regrets. Au lycée, la situation se compliquait également. Véronique, folle de jalousie, commençait à répandre des rumeurs venimeuses. Marie néglige ses cours depuis qu'elle est célèbre, murmurait-elle aux autres professeurs. Elle passe son temps au téléphone avec les journalistes au lieu de préparer ses classes. Elle se prend pour une star maintenant, ajoutait-elle dans d'autres conversations. Hier, je l'ai vue refuser de surveiller l'étude parce qu'elle avait des obligations littéraires, point. Ces mensonges éhontés commençaient à faire leur effet. Certains collègues regardaient Marie avec suspicion, d'autres avec une pointe d'envie. L'ambiance de travail se détériorait rapidement. Marie se retrouvait dans une situation paradoxale, professionnellement au sommet avec son Prix-Femina, mais isolée sentimentalement et humainement. David lui manquait terriblement, et les attaques sournoises de Véronique empoisonnaient son quotidien. Clara, sa fidèle amie, tentait de la rassurer au téléphone, « Laisse-lui le temps, Marie. David t'aime, c'est évident. Il a juste besoin de digérer le choc. Et s'il ne me pardonnait jamais? Il te pardonnera. Un homme amoureux pardonne toujours à la femme qu'il aime. » Mais Marie n'en était plus si sûre. Dans son appartement silencieux, face à son Prix-Femina qui trônait sur son bureau, elle réalisait que le succès sans l'amour n'avait pas vraiment de goût. Dehors, l'hiver parisien s'installait, et avec lui, une période sombre qui s'annonçait difficile. Janvier apporta avec lui le froid mordant et les ennuis. Marie n'avait plus de nouvelles de David depuis 3 semaines. Chaque soir, elle espérait un appel, un message, un signe qui n'arrivait jamais. Au lycée, l'atmosphère devenait toxique. Véronique avait perfectionné son art de la manipulation. Elle distillait ses mensonges avec un talent diabolique, transformant chaque geste de Marie en preuve de mégalomanie. Hier, elle a refusé de remplacer un collègue malade, chuchota-t-elle à la machine à café. Elle a dit qu'elle avait des obligations médiatiques plus importantes, point. Elle arrive en retard tous les matins maintenant, ajoutait-elle lors d'une autre conversation. Le succès lui monte à la tête. Ces calomnies habiles faisaient leur chemin. Marie voyait bien les regards en coin de ses collègues, leurs conversations qui s'arrêtaient net quand elle approchait. L'isolement se resserrait autour d'elle comme un étau. Le coup fatal arriva un mardi matin. Madame Roussel convoqua Marie dans son bureau, le visage sombre. « Marie, j'ai reçu une plainte officielle de Véronique Belmont. Elle vous accuse de harcèlement professionnel et de créer un climat de travail délétère. » Quoi? Marie faillit s'étrangler. Mais c'est l'inverse. C'est elle qui me harcèle depuis mon arrivée. Véronique a des témoins, Marie. Plusieurs collègues confirment votre changement de comportement depuis votre prix littéraire. Madame Roussel semblait gênée.
Le rectorat va diligenter une enquête administrative. Marie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Véronique avait retourné la situation avec un machiavélisme parfait. La victime devenait bourreau. En attendant les conclusions, poursuivit la proviseure, je me vois dans l'obligation de vous suspendre temporairement de vos fonctions. Vous me suspendez? Marie n'en croyait pas ses oreilles. Sur la base d'accusations mensongères? C'est temporaire, Marie. Le temps que l'enquête fasse la lumière sur cette affaire. Marie quitta le lycée dans un état second, sa titularisation fraîchement acquise déjà menacée. Dehors, les journalistes l'attendaient. La nouvelle de sa suspension avait fuité. Madame Dubois. Est-il vrai que vous négligez vos élèves pour votre carrière littéraire? Confirmez-vous les accusations de harcèlement? Le succès vous est-il monté à la tête? Marie se fraya un passage sans répondre, poursuivie par les flashs et les questions assassines. Le titre du journal du soir la frappa comme une gifle, Prix Femina, la polémique enfle autour de Marie Dubois. L'article était dévastateur. Véronique avait manifestement donné une interview anonyme, distillant ses calomnies avec une habileté consommée. On y lisait des témoignages d'élèves, déçus par le manque d'attention de leurs professeurs et de collègues, inquiets de son changement de personnalité. Le plus cruel arriva le soir même. Paul l'appela, la voix tendue. « Marie, il faut qu'on parle. Cette histoire fait du bruit. Mes associés s'inquiètent de l'image de l'entreprise. » Paul? Écoute, je pense que tu devrais faire profil bas pendant un moment. Éviter les médias, les déclarations. Cette polémique pourrait rejaillir sur nous tous. Le message était clair, même sa famille, fraîchement réconciliée, prenait ses distances face au scandale. Clara, en déplacement professionnel en Allemagne pour une enquête de 3 semaines, ne pouvait lui apporter son soutien habituel. Marie se retrouvait complètement seule. David ne donnait toujours aucun signe de vie. Pire, quand Marie tenta de l'appeler, elle tomba sur son répondeur avec un nouveau message, David Rousseau, en congé pour convenance personnelle. En cas d'urgence, contactez la direction. Il avait pris un congé. Pour l'éviter? Pour réfléchir? Marie ne savait plus. Le nadir arriva le vendredi soir. Assise dans son appartement silencieux, Marie contemplait les articles de presse étalés sur sa table. Sa photo, déformée par les flashs agressifs, la regardait avec des yeux fatigués qu'elle ne se connaissait pas. Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Mademoiselle Dubois? Édition Lumière. Nous devons vous parler. Certains de nos auteurs s'inquiètent d'être associés à cette polémique. Peut-être serait-il judicieux de reporter votre prochaine publication? Même son éditeur lâchait prise. Marie ferma les yeux. 3 mois plus tôt, elle était une professeure anonyme qui écrivait dans l'ombre. Aujourd'hui, elle était une célébrité déchue, suspendue de son travail, abandonnée par son amour, lâchée par sa famille et son éditeur. Véronique avait gagné. Avec une stratégie diabolique, elle avait détruit méthodiquement tout ce que Marie avait construit. Dans le silence de son appartement, Marie réalisa qu'elle avait atteint le fond. Plus bas, c'était impossible. Elle avait tout perdu, travail, amour, réputation, soutien. Mais parfois, toucher le fond permet de prendre appui pour remonter à la surface. Marie se leva, rangea les journaux dans un tiroir, et s'installa à son ordinateur. Si tout s'écroulait autour d'elle, il lui restait une chose que personne ne pourrait jamais lui enlever, son talent d'écrivain. Elle commença à taper, chapitre 1, Quand l'innocence devient crime. Son 5e roman venait de naître. L'histoire d'une femme détruite par la jalousie d'autrui, mais qui refuse de se laisser abattre. Dehors, la tempête faisait rage. Mais Marie avait retrouvé sa force. 3 semaines plus tard, la vérité éclata. Marie reçut un appel de Madame Roussel, la voix tremblante, « L'enquête vient de se terminer. Vous êtes complètement innocentée. » L'épreuve était accablante pour Véronique. Des élèves avaient témoigné spontanément en faveur de Marie, décrivant une professeure passionnée. Le système informatique révéla que Véronique avait falsifié les plannings pour simuler les retards de Marie. Le coup fatal vint de Thomas,
un élève qui avait secrètement filmé Véronique fouillant le casier de Marie. La vidéo ne laissait aucun doute. Véronique fut mutée d'office dans un collège de Seine-et-Marne. Sa carrière au lycée Molière était terminée. Le ministre de l'Éducation transforma Marie en symbole national. Marie Dubois incarne l'enseignant du XXIe siècle, prouvant qu'excellence pédagogique et réussite artistique peuvent coexister harmonieusement. Les médias se repentirent rapidement. Marie devint la professeure injustement accusée. Mais elle n'avait qu'une obsession, retrouver David. Elle apprit qu'il avait ouvert une librairie dans le Marais, Les Mots Libres, spécialisée en littérature contemporaine. Un matin de février, Marie poussa la porte. L'endroit était chaleureux avec ses hautes étagères et son coin café. David se tenait derrière le comptoir, amaigri, une barbe naissante qui lui donnait un charme mélancolique. Il leva les yeux et la vit. Le temps suspendit son vol. Marie. Sa voix était rauque d'émotion. Bonjour, David. Ils se regardèrent en silence, des mois de souffrance entre eux. J'ai suivi l'affaire dans les journaux, murmura-t-il. Je suis profondément désolé de ne pas t'avoir soutenu. Je comprends ta colère. David contourna le comptoir. Marie, ces semaines sans toi ont été un enfer. J'ai réalisé ma stupidité. Il prit une enveloppe épaisse. J'ai écrit cela pendant mon congé. Une lettre de 10 pages où j'explique ma jalousie, ma peur de ne pas être à la hauteur de la femme extraordinaire que tu es. Marie prit la lettre, émue par cette vulnérabilité masculine si rare. David, j'aurais dû te révéler la vérité dès le début. J'avais peur de perdre ce que nous construisions. Et moi, j'aurais dû être fière d'aimer une femme si talentueuse au lieu de me sentir diminuée. Il sourit tristement. Tu sais ce qui m'a décidé à ouvrir cette librairie? Ton exemple. Tu m'as donné le courage de poursuivre mes rêves. Accepterais-tu qu'on recommence? Sans secret cette fois, avec toute la vérité entre nous? Pour toute réponse, Marie se jeta dans ses bras. Leur baiser passionné effaça des mois de souffrance. J'ai terminé mon premier roman, avoua David. Une histoire d'amour entre un bibliothécaire et une écrivaine secrète. Tu accepterais de le relire? Marie éclata de rire à travers ses larmes. Avec joie. 6 mois plus tard, le lycée Molière organisait une soirée en l'honneur de Marie. Ses élèves présentaient une adaptation théâtrale émouvante de L'encre du silence. Dans l'assistance, ses parents rayonnaient de fierté. Henri prit courageusement la parole. Ma fille m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour croire en ses rêves. Clara applaudissait au premier rang. Paul et Sophie, réconciliés, avaient organisé un cocktail familial pour célébrer le succès. David monta sur scène, le regard rivé sur Marie. Il y a 1 an, j'ai rencontré une femme exceptionnelle. Elle m'a appris que l'amour véritable, c'est admirer l'autre sans se sentir diminué. Il s'agenouilla sous les applaudissements. Marie, veux-tu m'épouser? Marie hocha vigoureusement la tête sous les vivas. Son père, ému aux larmes, la conduisit vers David. Prends soin de ma fille extraordinaire. 2 ans plus tard, Marie et David dirigeaient ensemble une fondation d'aide aux jeunes auteurs. Leur librairie café était devenue un haut lieu culturel parisien. Marie enseignait toujours avec passion et venait de publier son 6e roman. Par un matin de printemps, dans leur jardin de Montmartre, Marie caressait son ventre rond de 6 mois. David écrivait à côté d'elle, souriant chaque fois qu'il sentait leur bébé bouger. Une lettre arriva ce jour-là. De Véronique, j'ai compris que la jalousie était un poison qui me détruisait. Merci de m'avoir pardonné. Marie sourit et rangea délicatement la lettre. Le passé était le passé. Ce soir-là, en s'endormant dans les bras de David, elle repensa à cette phrase cruelle, ratée. Aujourd'hui, entourée d'amour, de succès et de bonheur parfait, elle savait qu'elle n'avait jamais été plus épanouie. L'amour vrai, la famille réconciliée, la réussite professionnelle, et bientôt un enfant, elle avait tout gagné en restant fidèle à elle-même.